Ok, donc si, bonjour, bonjour, sinon, plutôt, surtout, on va commencer aujourd'hui avec le module 2 et Euh, Bonjour coach, bon, désolé de n'avoir j'ai pas pu répondre tout à l'heure. En non, fait, en ce qui concerne le lab, mhm, je sais pas si à mon niveau il est désactivé parce que depuis hier, bon, j'avais prévu faire ça hier. Et mhm, comme vous vous souvenez, vous m'avez donné un compte il y avait un peu de temps la dernière mhm, fois. mhm, Bon, là-bas, j'ai pu me connecter, j'ai fait le lab. Mais mhm, si celui que vous m'avez donné récemment. aujourd'hui, là, Mhm. j'essaie de faire, mais j'arrive pas en fait. Je vois pas le bouton pour lancer et tout ça. Mais est-ce que tu as activé, il y a une licence qu'il faut Ah, activer il ou, fallait ou- que je... il y a Non, une j'ai alerte dit, c'est moi rouge qui ai là. activé la dernière fois. Mhm, Voilà, c'est vrai, il fallait que je fasse. D'accord, oui. Mais j'ai déjà fait le lab Ok, d'identification donc de compte. si tu as toujours accès à Mhm. l'autre, si tu as toujours Mhm. accès à l'autre, tu peux toujours l'utiliser pour faire les labs. Si, 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 j'ai déjà fait. Hmm. Donc, c'était juste pour faire cette précision-là. Il n'y Moi, a pas, il y j'ai a fait, pas je de connais le souci. contenu du lab en question et tout ça. Il y a pas de souci. C'est bon. Ok. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir. Est-ce que vous voyez le partage? Vous voyez le partage? Oui, oui. Moi, je vois. Ok. Mhm. Donc, nous allons voir la gouvernance et la conformité. Voilà. Donc, pour commencer, c'est quoi la gouvernance? Bon, pas gouvernance politique, hein, mais en Haïti, vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez, non? Oui, oui, coach, on vous entend. Voilà. Donc, j'ai demandé à Nicodème s'il pouvait nous dire ce que c'est que euh, la gouvernance et puis la conformité. La gouvernance et puis la Mhm. conformité. Oui. Généralement, la gouvernance, c'est tout ce qui s'apparente à la gestion, Mhm. à la gestion, euh, bon, tout ce qui est gestion bon, par exemple, on parle de
gouvernance, gouvernance en sécurité, déjà, et ça présente à tout ce qui est à la gestion de tout ce qui est paramètres de sécurité, les indicateurs, les plateformes et la programmation même, je peux dire les réflexions qui concernent la gestion de l'ensemble des paramètres de sécurité Tu veux parler de de- du- stratégie? d'une entreprise, ouais, bon, de stratégie, c'est ça, de stratégie. C'est un peu ce qui se ramène à la gouvernance. Maintenant, dans le domaine du cloud, pour moi, je peux dire la gouvernance ici ça sera pareil, hein. On va parler de stratégie, d'identifier les différents indicateurs, les paramètres qui vont nous permettre de pouvoir gérer correctement le cloud dans son ensemble, de façon globale. Quand tu dis global, là, c'est fort. Faut ramener ça. Oui, quand tu dis global, là, c'est tout le monde qui est dedans. Donc, ramène ça à toi, ton organisation. C'est Non, encore quand je mieux. dis global, c'est par rapport à l'entreprise, en fait. Voilà, voilà. Parce que je me dis que si un DSI, par exemple, qui est chargé de gérer tout ce qui est la gouvernance IT, bon, tout ça se rapporte à son entreprise, Mhm. faire le Ok. bon choix et Voilà, réduire le coût, c'est ça, les bons réduire le choix. coût, gérer pour éviter d'avoir des dépenses inutiles C'est ça. et d'être efficace aussi pour répondre à la demande des différents utilisateurs, que ce soit en interne ou à l'externe. Mhm. Donc, dans la gouvernance, il s'agit de choisir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Je vais résumer simplement comme ça. Mhm. Et la conformité va nous permettre, comme tu as parlé d'indicateurs, de mesurer, hein, quelles sont les ressources ou bien quels sont les éléments dans notre souscription, bien dans notre plateforme qui sont conformes aux règles qu'on a éditées, hein, dans notre stratégie, comme tout à l'heure je parlais dans la partie de gouvernance. Donc, s'il y a des éléments qui ne peuvent pas répondre à ce qui est dicté comme règle, on va considérer ces ressources-là comme non conformes. Voilà. Donc, si vous voulez, les deux vont de pair. La gouvernance va définir la politique, la stratégie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est conseillé. Et la conformité va permettre de mesurer, hein, toutes les ressources de notre organisation par rapport à la stratégie définie dans la gouvernance. Donc, pour pouvoir arriver à cela, Agir va nous mettre à disposition un certain nombre d'éléments, hein. Euh, à commencer d'abord par ce qu'on appelle Agir Policy. Donc, Agir Policy, ce sont des règles. Il y a des règles qui sont déjà prédéfinies, un peu comme bon, je ne parlerai même pas d'ACL, c'est trop petit, mais ce sont des règles qui sont déjà prédéfinies, un peu comme quand on fait la configuration des GPO, ce qu'on appelle, comment? Les outils d'administration, si vous voulez. Vous connaissez ça, non, les outils d'administration dans les GPO? Donc, les outils d'administration, on peut les récupérer, les modifier et les utiliser selon notre réalité. C'est à peu près ça. Maintenant, si nous-mêmes, on a vraiment les compétences pour définir des policies, voilà, on peut les définir et puis les utiliser. Et on va mesurer ces policiers-là ou bien nos ressources par rapport à ces policiers. Et on sortira, euh, si vous voulez, un résultat de conformité ou non-conformité. Et tout ce qui n'est pas conforme, on pourra faire de la remédiation, soit manuellement ou bien automatiquement. Donc, je donne un exemple simple. Par exemple, on dit chez nous, toutes les VM doivent avoir un second disque qu'on appelle data disk, disque de données,
d'une taille de 250 gigas. Vous me suivez, hein? Et puis, un matin, monsieur Dominique, il dit, bon, écoutez, moi, 250 gigas, c'est petit. L'application que moi, je vais mettre en ligne, là, a besoin d'au moins 500 gigas. Et monsieur Dominique crée une VM avec un disque de données de 500. Donc, dans nos policiers, c'est 250. Maintenant, lui, il a créé une VM avec 500. Donc, quand on va exécuter notre contrôle de conformité, on va se rendre compte qu'il y a une VM qui n'est pas conforme parce qu'il y a un disque qui fait 500. Donc, on détecte la non-conformité. Et puis ensuite, on se dit, bon, si c'est manuellement, il faut que la personne ait les droits nécessaires, par exemple un honneur, hein, ou bien general administrator, ou bien contributeur, qui va pouvoir monter sur la VM et aller réduire, ou bien changer le disque. Ou bien, si on a un script en place, on peut lancer le script pour que le script aille faire le travail. Et dans ce genre de cas, le script va s'appeler extension. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez une fois entendu ce mot aussi, une extension. Donc, dans le cas du cloud, quand vous entendez parler d'extension, une extension, ça peut être une commande, une configuration, un script, un petit logiciel, un mini-programme qu'on peut exécuter, hein, pour aller faire des modifications sur une ressource qui a été déjà créée, qui existe, ou bien qui est en création, voilà, sans qu'on se connecte directement à la ressource. Donc, retenez ce terme aussi d'extension. Donc, gouvernance conformité vont se baser beaucoup sur Azure Policy. Et Azure Policy, je vous rappelle, ce sont des scripts en JSON. Voilà. Donc, avant de parler de gouvernance et de conformité, sachez, je vous ai déjà parlé de ça, que Azure, c'est un ensemble de data centers reliés entre eux par un réseau mondial de fibres optiques. Et les data centers sont les différents points que vous voyez sur la carte. Donc, le point bleu rempli représente un projet qui est arrivé à son terme. Donc, ça veut dire que ce data center offre déjà des services. Le point bleu avec un petit blanc à l'intérieur représente un projet qui est en cours, mais qui n'est pas encore fini. Et le point, je peux dire vide là, veut dire que c'est maintenant qu'on vient d'initier le projet. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des data centers. Et malheureusement, hein, l'Afrique, on n'a que deux. Donc, deux. Vous voyez Petit Europe là, ils ont plein. Nous, le Grand Afrique, on fait l'Europe là au moins 10 fois, on n'a seulement que deux. Les deux sont en Afrique du Sud. Il y a un au Cap, et puis il y a un, je crois, à Johannesburg. Voilà. Donc, dans le dispositif d'Azure, il y a ce qu'on appelle région. Alors, on dit pour mieux apprendre, il faut désapprendre. Donc, tout ce que vous savez aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui par rapport à certaines choses, je ne vous demande pas d'oublier, mais on peut réutiliser certains termes, mais dans le cadre de Azure. Donc, quand vous entendez région, ce n'est pas nos régions, Ourodougou, comment vous appelez ça? Nawa, les lacs, quoi, lagune, non, non. Ou bien région géographique, Afrique de l'Ouest, non. Donc, chez Azure, quand vous entendez parler de région, c'est un regroupement du data center. Donc, ça, on peut avoir plusieurs régions Azure dans le même pays. Donc, ça fait plusieurs régions. Donc, par exemple, en Afrique, on a seulement une seule région
qui est en Afrique du Sud. Aux États-Unis, on a États-Unis S1, États-Unis S2, on a États-Unis Ouest 1, on a États-Unis Ouest 2, on a États-Unis Nord, États-Unis Sud. En Europe, on a l'Irlande, on a la Grande-Bretagne. En France, on a l'île de France, on a France Sud, on a France Nord. Voilà. Ou encore, en Australie, on a le Sud et puis on a l'Est. Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'on regroupe au moins trois, enfin, c'est au moins un, maximum trois data centers pour faire une région. Donc, ici, l'objectif, c'est d'augmenter le niveau de sécurité. Le niveau de sécurité d'abord. Parce que si je fais une comparaison avec nos différentes salles machines dans nos entreprises ici, quand il y a un problème sur la salle machine, automatiquement, c'est l'alerte générale. Parce que soit on n'a pas eu les moyens, ou bien on n'a pas mis en place une stratégie pour augmenter la sécurité au niveau des données. Donc ici, à l'intérieur du même data center physique, il y a ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Donc, le data center physique crée le data center virtuel. Ça, c'est d'abord un niveau de sécurité. Maintenant, au niveau de la région, comme il y a trois data centers, on fait de sorte que s'il y a un problème dans un data center dans la même région, ça soit supporté par les autres. Ça, c'est un. Ensuite, dans le même pays, on fait ce qu'on appelle les paires. Donc, on prend une région, par exemple, États-Unis S1 devient la paire de États-Unis Ouest 1. Donc, c'est comme une escalade en termes de sécurité. Donc, si demain, la Russie bombarde la côte ouest des États-Unis, États-Unis Ouest 1 a sa réplique avec les États-Unis S1. Donc, tout ça, c'est l'escalade au niveau de sécurité pour préserver la disponibilité au niveau des données. Et puis, ça offre aussi, bon, on parle de flexibilité parce que je peux commencer mon déploiement dans Azure avec une petite infra et au fur et à mesure, je peux faire grandir ou bien grossir cette infrastructure sur plusieurs data centers, sur plusieurs régions. C'est pourquoi on parle de flexibilité et d'évolutivité. Voilà. Donc, le conseil, sinon la bonne pratique, c'est que quand vous devez choisir une région où vous allez loger vos données, le best practice ici, c'est de choisir la région la plus proche. Ça, c'est la première règle, sinon le premier élément. Donc, si on est en Côte d'Ivoire, la région la plus proche est où? C'est l'Europe, je pense. C'est pas l'Afrique du Sud. Oui, parce que un vol direct, Oui. C'est bien ça. Voilà, un vol direct à Abidjan, Marseille, c'est autour de 5h, 5h ou 5h30 par là. Ouais. Si vous partez à Paris, ça fait que 6h. Sinon, Marseille, autour de 5h et quelques. Maintenant, un vol direct à Abidjan-Johannesburg, c'est 9h. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, à vol d'oiseau, la distance la plus proche, c'est l'Europe. Ensuite, il faut regarder aussi la configuration de la région. Tout à l'heure, je disais qu'une région, c'est soit un data center, deux ou même au maximum trois. Donc, la région où vous partez là, il faut regarder la configuration de la région pour savoir si ce que vous voulez déployer, la région offre ce service. Parce qu'une région qui a un data center n'offre pas les mêmes services qu'une région qui a deux data centers. Et cette région de deux aussi n'offre pas les mêmes services qu'une région qui a trois data centers.
Donc, en fonction de l'infra-cible que vous voulez avoir, vous devez aussi faire le choix de la région. On fait aussi le choix de la région en fonction des prix. Voilà. Ça aussi, il faut que vous en teniez compte parce que nous, on est en Côte d'Ivoire. L'Africain, on n'aime pas payer même. Ça cause ça depuis là. Sinon, l'Afrique est quand même gaillard de la, comment on appelle ça, du Maroc jusqu'à l'Égypte, en descendant au Kenya, tous ces pays-là, en Afrique du Sud, passant par le Congo, RDC, ils font près de 100 millions d'habitants. Hein, passant par le Cameroun, Nigeria, ils font près de 300 millions d'habitants. Hein, jusqu'en Côte d'Ivoire, on se tape la poitrine qu'on est devant les autres, tout ça là. Bon, normalement, tout ça mis ensemble, on devrait avoir plus. Mais pourquoi on n'a pas plus? Parce qu'on regarde un indice de la capacité, hein, et puis l'accès aussi à Internet. Malgré qu'on se plaint que les enfants, maintenant, tout le monde est sur Internet, mais on n'a même pas encore atteint, ne serait-ce que 30% ou bien 40% de ce qui se fait en Europe, en Asie, ou même en Amérique. Ça, c'est un. Donc, comme on ne paye pas beaucoup, donc ils ne veulent pas aussi venir investir. Parce que quand ils vont investir, il faut qu'ils arrivent à rentabiliser. Donc, le dernier élément que je voulais évoquer, c'est côté prix. Alors, quand on met en place un data center, ça prend en compte beaucoup de choses. Il y a d'abord le terrain, hein, un terrain qui fait près de, bon, un stade. Le terrain de foot, c'est 100 mètres sur 80. Donc, ça fait déjà près de 8000 mètres carrés, ou bien combien de mètres, ouais, c'est ça. Ensuite, on a la construction du bâtiment. En général, ça ressemble à un grand entrepôt. Ça, c'est de manière physique. Il y a, le data center doit être autonome sur le point de l'énergie. Donc, à tout ce qu'on connaît à CIE ici, là, ils vont prendre une liaison CIE, mais eux-mêmes vont aller créer une source d'alimentation, soit par groupe électrogène, ou bien, je ne sais pas, ils veulent. Et puis, il y a les équipements qui font le data center, c'est-à-dire les serveurs, les baies de stockage, les équipements réseau, tout ça. Et puis la main-d'œuvre, les ingénieurs qui vont assurer la configuration. Donc, quand on fait tout ça, c'est ça qui permet aux financiers de pouvoir déterminer le prix du service, bien de chaque service. Donc, un data center qui est construit aux États-Unis ne peut pas normalement avoir le même coût de mise en place qu'un data center qui est construit, par exemple, en Inde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'un terrain de 8000 mètres carrés aux États-Unis, si on convertit en CFA, c'est un milliard. Or, le même terrain, si tu l'achètes en Inde, n'a pas le même prix. Un ingénieur infra aux États-Unis, peut-être qu'il est payé à 5 000 $ par mois, alors qu'un ingénieur du même calibre, certifié, tout ça en Inde, le gars ne touche seulement que peut-être 1 500 $. Donc, tout ça mis ensemble, vous allez vous rendre compte que vous prenez la même VM, hein, aux États-Unis, n'a pas le même prix que la même VM en Inde, ou bien en Europe, ou bien en Afrique. Donc, voici les critères de choix lorsque vous devez, par exemple, mettre votre infrastructure Azure. Donc, Azure regroupe en moyenne 60 régions. Donc, si on prend deux, donc, c'est autour de 120 data centers à travers le monde. Et les services Azure sont utilisés dans au moins 140 pays. Et donc, pour pouvoir utiliser les services Azure, comme ils ont mis beaucoup d'argent pour implémenter, vous aussi, on ne peut pas vous donner ça gratuitement, il faut que vous payiez. Voilà. Donc, ça va faire appel en termes de facturation à ce qu'on appelle l'abonnement. Donc, l'abonnement va vous permettre de pouvoir payer les services que vous consommez. Donc,
C'est un peu comme CIE sur ici, hein, quand vous prenez la facture, vous avez un ID, hein, un numéro, ils appellent ça identifiant client, quelque chose comme ça, qui vous permet de payer. C'est la même chose. Donc, quand vous allez souscrire pour utiliser des services Azure, Microsoft, à travers son partenaire Fitech ou bien, je ne sais pas, celui que vous aurez choisi, va faire une demande officielle. Vous allez avoir une souscription avec un ID. Et puis, bon, le modèle de paiement, on va voir ça par la suite. Mais notez que une entreprise, une organisation peut avoir plusieurs abonnements. Voilà. C'est comme chez vous à la maison, vous avez un domaine. Vous pouvez avoir plusieurs abonnements pour mieux surveiller la consommation d'eau. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un compteur d'eau pour la maison, un compteur d'eau pour la résidence pendant des employés, et puis un compteur d'eau qui va vous permettre de pouvoir, par exemple, entretenir les plantes. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez savoir l'entretien, par exemple, de la ferme, ou bien l'adduction d'eau au niveau de la ferme va vous coûter tant par mois. Les employés, leur entretien en matière d'eau vous coûte tant par mois. Et puis vous-même, votre résident, vous et votre femme, vos enfants, tout ça, vous revenez tant par mois. Ça vous permet de mieux surveiller et de mieux contrôler pour essayer de réduire aussi les coûts. Mais si vous mettez tout le monde sur le même compteur, si la facture vient que c'est 1 million, tu ne sauras pas si pendant que c'est les employés qui font du gaspillage, si c'est chez toi, ils font du gaspillage, ou bien peut-être vous utilisez mal l'eau au niveau du chambre, il y a un tuyau qui est percé quelque part. Donc, il y a tout ça. Donc, on peut avoir plusieurs abonnements. Un abonnement dédié à un aspect bien précis, hein, de votre IT. Donc, par exemple, ici, on a un abonnement pour l'équipe de développement, un abonnement pour ceux qui font les tests, et puis un abonnement pour la production, c'est-à-dire pour tous nos serveurs, les applications, tout ça qui sont utilisés pour la production. C'est bon? Donc, pour pouvoir créer un abonnement, il faut que vous disposiez, que vous ayez un compte qui ait les droits dans Azure. Donc, en général, quand vous faites la demande, ils vont vous créer un tenant de base avec un compte qui est un peu comme un super admin. Donc, c'est à partir de là que tout commence. Donc, les différents types d'abonnements. On a les abonnements gratuits. Bon, normalement, je crois que je vous ai déjà parlé de ça, vous devez pouvoir le faire. On vous donne $200 pour 30 jours, pour les 30 premiers jours, si vous voulez. Et puis, une fois les 30 jours finis, même si vous n'avez pas fini les $200, c'est fini, et ils annulent. Mais les données, tout ce que vous aurez créé comme ressources, configuration, va rester pendant 12 mois. L'objectif du compte gratuit, c'est de permettre à tous ceux qui veulent découvrir vraiment l'environnement de le faire. Donc, ça répond, hein, à ce qu'on appelle du freemium. C'est une stratégie commerciale. C'est-à-dire qu'on a une solution et puis on ouvre. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit, mais les fonctionnalités peut-être sont limitées sur un temps. Et quand vous payez, vous avez accès à d'autres fonctionnalités avancées. Donc, quand c'est gratuit, vous accédez. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, mais c'est limité dans le temps. Maintenant, ceux qui décident de payer et de l'utiliser, on a le Pay as you go. Bon, en français, ils ont mis paiement à l'utilisation ou bien le prépayé, un peu comme avec nos téléphones. Donc là, vous avez un compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous chargez. Par exemple, le compte gratuit, quand les $200 vont finir, Microsoft va vous envoyer un message pour dire, ah,
les $200 sont finis, hein, et vous, si vous souhaitez continuer à utiliser, vous pouvez charger. Donc, ça veut dire que vous pouvez payer une carte magnétique avec, par exemple, $1000 là-dedans, et puis vous chargez votre compte. C'est la même manière que ça fonctionne. Donc, au fur et à mesure que vous allez utiliser, Microsoft va vous couper. C'est ça qu'on appelle Pay as you go ou bien Pay as you use. Donc, quand votre argent aussi est fini, c'est fini. C'est un peu comme le compte est désactivé. Mais vos données restent. C'est comme ton téléphone, hein. Si tu as chargé 1000 francs, au fur et à mesure que tu es en train d'appeler, Orange ou MTN ne t'envoie pas un message pour dire non. Je crois MTN le faisait, hein, je sais pas. C'est-à-dire que quand tu finis un appel, il t'envoie un flash pour dire non, l'appel a duré tel nombre de secondes, ça vous a coûté tant, il vous reste tant. Non, ça c'est vraiment exceptionnel. Sinon, la majorité des opérateurs, quand vous êtes en communication, au fur et à mesure que ça compte, là, lui, il coupe, il coupe. La seule manière, vous allez vous rendre compte que c'est fini, vous allez entendre une tonation, vous avez 3 secondes, vous dites au revoir à la personne. Et puis, paf, c'est coupé. C'est la même chose. Voilà. Au fur et à mesure, ils vont couper, couper, couper. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut aller charger encore. Donc, en plus de cela, on a aussi le modèle d'abonnement par CSP. CSP, ce sont les Cloud Service Providers. Ce sont des partenaires à Microsoft. Ils sont un peu comme des revendeurs de la plateforme. Donc, eux, dans le même Azure, eux, ils ont des comptes. Et quand un client passe par eux, c'est à eux de créer maintenant le compte du client, hein, dans leur espace. C'est le même Azure. C'est une question d'organisation sur le plan commercial. Donc, soit l'entreprise peut confier tout au CSP, que c'est le CSP qui crée les ressources, fait tout pour eux. Donc, ça génère plus d'argent au CSP, puis c'est le service à facturer. Ou bien, le CSP crée juste le compte pour eux et puis eux-mêmes prennent en charge, le reste en charge. On a ce qu'on appelle le contrat d'entreprise, ou bien en anglais, Enterprise Agreement. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui ont déjà un contrat de licence avec Microsoft. Voilà, c'est ce contrat qu'on appelle Enterprise Agreement. Donc, dans ce contrat, vous utilisez la licence de Microsoft tous les 3 mois, ou bien tous les 6 mois. Microsoft envoie des gens chez vous, ils font une expertise, on vous dit, bon, sur les 6 mois là, notre outil a détecté, par exemple, 100 installations de Windows 11 et puis, par exemple, 25 installations de Windows Server 2022. Quand on rentre dans la machine, ça va vous revenir par exemple à 10 millions. Voilà, et puis eux, ils payent. C'est ce que les grosses entreprises font. Donc, dans ce cadre-là, au lieu d'aller vous adresser encore à un CSP, machin, tout ça, on appelle ça invoquer. Vous invoquez l'utilisation, par exemple, des services Azure dans le même contrat et Microsoft va activer ça. Et puis, on a les abonnements étudiants. Bon, les abonnements étudiants, moi, j'utilise ça souvent. C'est $100 par mois pendant 1 an et c'est renouvelable. Mais il faut avoir prouvé, hein, que vous êtes un étudiant de Microsoft. C'est-à-dire que vous avez un compte Microsoft, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le MSID, hein, vous avez un ID d'un ingénieur Microsoft, et que vous participez constamment, bien régulièrement à des formations, ou bien que vous animez des formations, en ce moment-là, ils vont activer ça pour vous. Donc, voilà les différents types d'abonnements qu'on peut avoir. Mais à la base, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous devez au moins essayer le premier, l'abonnement gratuit. Maintenant, après, vous pouvez aller tenter étudiant. Comme on n'aime pas payer, c'est pourquoi je vous dis tout ça. Maintenant, si vous êtes dans une organisation qui a un projet, hein,
d'envoyer l'infra ou bien des données ou bien faire des migrations vers Azure, voilà, vous pouvez passer soit par le Pay as you go ou bien un CSP, ou bien si vous avez déjà une Enterprise Agreement, voilà, vous pouvez faire la demande à travers le contrat. Donc, pour obtenir un abonnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vous passez soit par l'Enterprise Agreement, vous passez par un revendeur, comme moi, par exemple. Non, pas ma personne, mais Fitech. Vous passez par un partenaire aussi, donc Fitech, ou bien vous utilisez les comptes gratuits que je vous ai montré tout à l'heure. Les ressources. Tout ça, c'est les préparatifs pour voir ce qu'on a dit au début. Azure, policy, pardon, la gouvernance est là. Et quoi? On a dit gouvernance et la conformité. Donc, tout ça, c'est pour nous emmener vers la gouvernance et la conformité. Donc, on a vu les différents types d'abonnements. Nous voyons ce que c'est qu'une ressource. Alors, une ressource dans Azure, j'ai résumé simplement à tout ce qu'on peut créer. Donc, quand vous vous connectez à votre portail Azure, quand vous créez une VM, c'est une ressource. Vous créez un disque dur, c'est une ressource. Vous créez un réseau, c'est une ressource. Vous créez un subnet, c'est une ressource. Vous créez un firewall, c'est une ressource. Vous créez un routeur, c'est une ressource. Vous créez une adresse IP, c'est une ressource. Donc, tout ce que vous allez pouvoir créer dans Azure, on peut l'appeler ressource. C'est bon? Maintenant, dans le fonctionnement, Azure utilise ce qu'on appelle le regroupement de ressources. Donc, les groupes de ressources. Donc, on peut regrouper les ressources selon le type de ressources, ou bien selon, par exemple, une workload, une charge de travail, ou bien selon un service. Donc, par exemple, je peux regrouper toutes les ressources qui vont être utilisées, par exemple, pour une application bien précise. Je prends un exemple, application de comptabilité. Donc, on a la VM application, on a la VM où il y a la base de données SQL, on a le réseau, ou bien les subnets, et puis, par exemple, on a peut-être un stockage. Donc, tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte pour la fourniture du service de cette application, je peux les regrouper dans un seul groupe. Ou bien, dans mon infra, je peux décider de regrouper toutes les VM dans un groupe, tous les réseaux dans un groupe, tous les firewalls dans un groupe, tous les stockages dans un groupe. Alors, l'objectif, c'est quoi? Le regroupement. L'objectif, c'est de faciliter l'administration. Si, par exemple, on a besoin d'appliquer des mesures de sécurité, c'est un peu comme, si vous voulez, dans l'AD on-prem, quand on crée des unités d'organisation ou des groupes. Donc, ça permet d'appliquer, par exemple, au niveau du groupe. Donc, si j'ai 1000 ressources et que j'ai une mesure à appliquer et que je dois appliquer ressource par ressource, bon, ça sera fastidieux. Donc, on crée le groupe pour faciliter l'application des mesures. On peut aussi déplacer une ressource d'un groupe à un autre groupe. Ça pose pas de problème. Mais ce qu'on ne peut pas faire, ou bien qui est interdit, on ne peut pas renommer un groupe qui est déjà créé. Donc, cela veut dire que avant de créer un groupe, ou bien quand vous rentrez sur Azure, vous devez avoir au niveau de votre organisation ce qu'on appelle naming convention, une convention de nom. Donc, vous devez savoir comment on nomme, par exemple, les VM chez vous, comment on nomme les stockages chez vous, comment on nomme les serveurs d'application, comment on nomme les réseaux, comment on nomme les subnets, comment on nomme, par exemple, les équipements réseau, ainsi de suite. De sorte à ce que, quand on lit, par exemple, le nom, on peut savoir exactement, le nom déjà nous dit
c'est quel type de ressource? Est-ce que c'est une ressource en production? C'est une ressource de test? C'est une ressource de développement? Est-ce que c'est... à travers le nom, on peut voir déjà le groupe de ressources, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir des naming conventions. Et comme on ne peut pas renommer, donc si le nom ne vous plaît pas, vous voulez changer, la seule alternative, c'est de créer un nouveau groupe avec le nom qui vous convient, et puis vous déplacez, comme on peut déplacer les ressources d'un groupe à un autre, vous déplacez maintenant les ressources du groupe que vous n'aimez pas vers le nouveau groupe que vous avez créé, et puis vous supprimez le groupe, voilà, l'ancien groupe. Parce que si vous supprimez le groupe, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que quand vous supprimez un groupe de ressources, ça supprime tout ce qui est dedans. Voilà. Parce qu'ils vont vous demander de confirmer que vous voulez vraiment supprimer le groupe. Quand tu vas mettre yes, delete, voilà, il supprime tout. Et c'est pourquoi on vous dit de ne pas renommer et que si vous devez renommer, vous devez d'abord déplacer, envoyer vers d'autres groupes d'abord avant de pouvoir supprimer. Et quand vous souscrivez à Azure, Azure vous fournit... Oui, allô? Oui, non, en fait, j'avais un point à souligner Oui, concernant les ressources groupes. Il y a aussi la possibilité d'empêcher les suppressions, hein. Donc, à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle les verrous qui sont Voilà, utilisés. si. Voilà, généralement, il y a deux types de verrous sur les ressources. Il y a les verrous à l'heure seul. Pour ces verrous-là, ils empêchent toutes les modifications qu'on peut apporter sur la Oui, la ressource. ressource. Et puis, il y a les verrous de suppression. Eux, ils empêchent la suppression. Donc, c'est ce que vous voulez rajouter. Oui, donc en général, comme Dominique l'a dit, le verrou, c'est celui qui crée la ressource, le owner, qui paramètre le verrou. Voilà. Donc, quand il a paramétré, à part lui, normalement, personne d'autre ne doit pouvoir modifier le verrou. Merci. Donc, du coup, quand vous souscrivez à Azure, Azure vous donne ce qu'on appelle des quotas. Non, les quotas, si vous voulez, c'est une limite de ce que vous pouvez utiliser. Donc, Azure va dire, par exemple, que vous avez droit à un network watcher. Vous avez droit à, par exemple, 6 VCPU. Vous avez droit à, par exemple, 10 Virtual Network. Vous avez droit à, par exemple, un total de stockage de, par exemple, 1000 Tera. Donc, on vous dit, quand vous souscrivez, vous avez droit à temps. Donc, au fur et à mesure que vous créez les ressources, que vous faites votre déploiement et que vous allez utiliser les ressources là, ça va diminuer au niveau du quota. Donc, normalement, en tant qu'administrateur, je vais parler de M. Nadi, M. Zadi, qui encore, Nicodème, voilà. Donc, vous devez de temps en temps, sinon même avant même, pas de temps, avant de commencer n'importe quel déploiement, vous devez venir voir dans votre abonnement la partie quota, utilisation quota, pour voir qu'est-ce qui vous reste encore. Sinon, vous serez surpris, par exemple, que vous voulez créer une ressource et puis on dit non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si vous constatez que vous êtes aux abords de la limite de quota, vous faites la demande au support de Microsoft en ligne et ils vont augmenter votre quota. C'est la même chose hein, si Optron s'enseigne, pour ceux qui ont déjà vu, ou bien même quand vous utilisez OneDrive, par défaut, on vous donne par exemple 1 Tera. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous faites la demande, ils vont augmenter. Mais ce n'est pas gratuit. Hein. Voilà. L'action d'augmenter
est gratuite, mais l'utilisation est payante. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une nuance, si vous voyez. C'est-à-dire que vous avez besoin de plus de mémoire, vous faites la demande. Ils vont vous donner. Mais c'est quand vous allez utiliser qu'ils vont facturer. Voilà. C'est tout ça. Maintenant, au niveau de l'administration des ressources, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les groupes d'administration. Donc, de manière hiérarchique, dans votre organisation, vous pouvez créer des groupes d'administration. Ça ressemble un peu à la délégation de droit dans l'AD sur les groupes. Donc, vous ajoutez vos utilisateurs dedans. Et si vous avez besoin, par exemple, de définir les droits, vous appliquez le droit à définir bien les droits à définir au groupe d'administration. Voilà. Donc, comme Dominique l'a dit, on peut aussi appliquer les verrous. Voilà. Au niveau de l'abonnement, ou bien du groupe de ressources, ou bien des ressources. Ça permet d'éviter que n'importe qui fasse quoi. Alors, ce que j'ai dit, peut-être que, je ne sais pas, si c'est palpable. Au niveau, par exemple, de la sécurité, là, on parle de gouvernance et de conformité. Gouvernance, j'ai dit au départ, on définit ce que nous sommes en droit de faire ou bien ne pas faire. Ça veut dire qu'il y a un aspect sécurité dedans. On ne veut pas donner la latitude à n'importe qui de faire n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, en appliquant les verrous, vous empêchez à vos collègues ou bien à vos collaborateurs, ingénieurs aussi, de faire ce qui n'est pas autorisé, par exemple. C'est très, très important. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, par exemple, d'une VM. Mais ça, ce n'est rien. Parce que dans U, il y a des ressources qui coûtent plus cher qu'une VM. Donc, si derrière toi, il est parti s'amuser à déployer, par exemple, un firewall, mais au moins, tu te rends compte là, tout ton argent dans ton abonnement est fini. Voilà. Donc, on peut placer des verrous comme ça au niveau de l'abonnement. On peut dire, par exemple, sauf, par exemple, M. Zadi ou bien M. Tan ont le droit d'utiliser l'abonnement, par exemple, production. Donc, si quelqu'un veut créer une ressource, s'il choisit l'abonnement production, si il n'a pas été autorisé au préalable, ça ne va pas marcher. On dit non, ce n'est pas possible. Donc, au niveau, vous voyez un peu au niveau de la conformité, ou bien de la gouvernance, on peut mettre en place tout un ensemble de mesures qui vont nous permettre de pouvoir contrôler notre environnement agile. C'est très, très important. Autre chose aussi, ce sont les tags. Les tags, au niveau des ressources, c'est l'équivalent des attributs dans l'AD. Donc, quand vous créez un compte dans l'AD et que vous faites clic droit propriété, vous avez une fenêtre qui sort avec plein d'onglets avec des champs que vous pouvez compléter. C'est la même chose. Donc, on est en train de créer une ressource, il y a une partie tag. Donc, les tags vont nous permettre de pouvoir faire des actions automatiques après sur les ressources. Donc, par exemple, l'appartenance au groupe, on peut utiliser les tags pour gérer de manière automatique l'appartenance au groupe. On peut utiliser les tags, par exemple, pour mesurer la consommation d'un département. Voilà. Donc, quand on crée une ressource, on tag la ressource comme par exemple une ressource du marketing, ou bien une ressource des finances, une ressource de IT, une ressource de la direction générale. Et on peut aller, par exemple, sur notre abonnement et puis faire une requête, un filtre, voilà. Et le filtre va pouvoir nous montrer la consommation par département. Et là, on saura tout de suite qui sont ceux qui jouent dans notre abonnement. Voilà, enfin, entre griffes, il y a que ceux qui consomment plus. Ça peut aller.
Donc, n'oubliez pas, chaque fois que vous créez une ressource, de renseigner les tags. Alors, avec tout ce que je viens de dire, on se rend compte que dans Azure, rien n'est gratuit, tout est payant et qu'il faut faire beaucoup attention au niveau de la création, de l'utilisation des ressources. Bon, est-ce que c'est de bonne guerre? Mais Microsoft nous propose des solutions pour consommer moins, ou pour ne pas payer cher. Vous y croyez? Non, c'est la vérité. Hein? Vous y croyez? Non. Donc, premier élément à prendre en compte, les coûts sont spécifiques aux ressources. Bon, là, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que chaque ressource a son prix. Voilà. Ce n'est pas parce que votre collègue dans une entreprise qui va dire, ah, moi, j'utilise des VM qui me coûtent $30 le mois. Non. Mais il ne t'a pas dit dans quelle région il a déployé sa VM. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes prix. Et puis, une VM n'a pas forcément le même prix que, par exemple, je dis n'importe quoi, un conteneur. Non. Les coûts d'utilisation peuvent varier selon les emplacements. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Les coûts de transfert de données entrant et sortant diffèrent. Bon, là, je vous dis la vérité. Avant, ils avaient mis les coûts de transfert de données entrant sont gratuits, mais les coûts, les données en sortie sont payantes. Mais maintenant, ils ont dit diffèrent. Ça veut dire que même quand vous envoyez des données dans Azure, ce n'est plus gratuit, c'est payant. Parce que vous partez consommer leur espace. Et le jour où vous avez besoin, le download aussi sera payant. Mais, sauf que l'upload coûte moins cher que le download. Payer, prépayer plutôt avec des instances réservées. Bon, ça c'est la solution, je peux dire la mieux. C'est-à-dire qu'ils ont des périodes de solde. Hein? Donc, il faut vraiment checker pour pouvoir tomber sur ces périodes-là. Ils vont dire, par exemple, ils le font souvent aussi hein, pour les vouchers aussi, pour les examens. Donc, par exemple, ils peuvent vous dire, bon, nous sommes dans quel mois là? Nous sommes en juin. Ils peuvent dire, bon, novembre, décembre, janvier, sur ces 3 mois-là, tous les examens de certification sont à 10%. Donc, ça veut dire qu'un examen qui coûtait $80 revient à $8. En tout cas, c'est une réduction drastique. Donc, dans Azure aussi, il peut y avoir des périodes où on dit que les coûts des ressources peuvent être réduits à 50% ou 80%. Donc, une ressource qui coûtait $100 dans la période de promo peut revenir par exemple à 50, 20 ou $30. Donc, si vous tombez sur une promotion pareille, vous faites la réservation. Ou bien vous faites le prépayé. Si vous n'avez pas payé, ils ne vont pas réserver. Donc, vous pouvez dire, bon, j'ai par exemple un projet qui va nécessiter 10 VM. Si les 10 VM normalement coûtent $100 et que dans la période de promo, ça coûte $10, je peux réserver mes 10 VM en payant mes $10 fois 10, ça fait $100. C'est-à-dire que normalement, les 10 VM devaient me revenir à $1000. Mais à cause de la promo, ça me revient à $100. Mais il faut payer d'abord. Tu payes et puis eux réservent pour toi. Donc, si dans 6 mois, ton projet commence, voilà, tu utilises tes VM que tu as payé à $10. Même si le prix a changé après. Maintenant, il y a aussi un autre facteur. Hein.
ne voyez pas d'un côté diminution seulement. Voilà. Il peut arriver que les coûts peuvent exploser dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est un peu comme à la bourse. Donc, tu peux penser que, de la manière les choses se passent là, peut-être que demain, ça va augmenter. Ou bien peut-être ça va baisser. Donc, tu fais ton choix. Donc, si tu as payé à 10 $, et que dans 6 mois, quand tu as commencé ton projet, le prix a baissé encore, non? C'est les 10 $ que tu as payé. C'est juste ça que tu vas fonctionner. Ils ne vont pas venir faire une réduction encore pour toi. C'est du prépayé, mais ou prépayé ou réservé. Voilà. Maintenant, si vous avez aussi des licences on-prem, par exemple des licences Windows Server, SQL Server, ainsi de suite, parce que toutes les VM que vous créez dans Azure, non seulement crée la VM, Azure installe l'OS et puis Azure active l'OS avec une clé. Donc, si vous avez des licences, lors de la création, vous dites seulement, ils n'ont qu'à créer la VM et puis installer l'OS. Et puis après, vous-même, vous allez activer. Donc, tout ça, ça vous permet aussi de réduire un peu les coûts au niveau de Azure. Maintenant, au niveau, par exemple, des alertes, au niveau du budget, sur votre souscription, vous pouvez créer une alerte. Vous pouvez créer une alerte. L'alerte va vous permettre de savoir à quel niveau vous êtes au niveau de la consommation. Donc, voici quelques éléments à prendre en compte. Vous payez moins. Même si en réalité, on sait que, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est déjà quelque chose. Alors, donc, on poursuit vers gouvernance et la conformité. Pour implémenter les stratégies dont je vous parlais dans Azure qui vont nous aider à mieux faire notre gouvernance et la conformité, on utilise ce qu'on appelle Azure Policy. Donc, il faut les créer, il faut les affecter et gérer. Donc, créer, c'est que vous-même faites le déploiement, pas le déploiement, le développement de la policy, c'est un JSON. C'est un peu comme des scripts, des programmes en JSON. Vous affectez, c'est-à-dire que vous indiquez le scope sur lequel cette policy que vous venez de développer là va s'appliquer. Et ensuite, une fois que vous avez appliqué, vous observez les résultats pour voir qui est conforme, qui n'est pas conforme. Voilà. Vous faites l'évaluation si vous voulez. Donc, l'avantage, c'est que ça nous permet, après application, de nous rendre compte de toutes les ressources qui sont conformes ou non. C'est un. Ça peut nous permettre de gérer à grande échelle, si on est au niveau même de notre abonnement ou bien d'un groupe de ressources, comme tout à l'heure on a vu, et de savoir qui est conforme, qui n'est pas conforme. Et de pouvoir faire aussi des remédiations, soit automatiques ou manuelles. Donc, on peut appliquer les policies sur, par exemple, le fait d'utiliser telle ou telle ressource. Donc, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la création de la VM. On peut dire, par exemple, que dans notre abonnement, on ne peut créer aucune VM qui a, par exemple, plus de 4 CPU, plus de 32 Go de RAM et qui a plus de 500 Go de disque dur. Donc, vous voyez, les types de ressources qu'on peut utiliser. Donc, CPU 4, c'est balisé. RAM 32 Go, c'est balisé. Disque dur 500 Go. Donc, si quelqu'un est en train de créer une VM, s'il choisit 6 CPU, il y a un message en rouge qui va lui dire non, que ce n'est pas possible. Voilà. Voilà 1%.
Au niveau des références, SKU, bon, c'est ce que je viens de dire, les types de ressources, là je reviens. Par exemple, chez vous, vous dites, bon, on ne peut pas créer, par exemple, de ressources d'adresse IP publique. Voilà. C'est un type de ressource, par exemple, qui n'est pas autorisé. Et si quelqu'un veut s'amuser à créer une adresse IP publique, il va recevoir une notification pour dire que ce n'est pas possible. Les références SKU des machines virtuelles, c'est plutôt les angles que j'ai donnés au début. Les localisations autorisées, voilà. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la carte, j'ai dit que le choix de la région doit être basé sur la proximité, le coût, et puis les types de services qui sont disponibles. Donc, le DSI, le TFC, toute la direction générale, on dit, bon, nous, nos ressources Azure, on va les localiser à, comment on appelle ça, au Portugal. Donc, à part Portugal, tout ce qu'on crée là, on ne peut pas envoyer ailleurs. Donc, ça, c'est une localisation qui est autorisée. Si quelqu'un est en train de créer une ressource, intentionnellement ou non, qui choisit une autre région en dehors du Portugal, on va lui dire que ce n'est pas possible. Donc, voilà un peu l'objectif de la gouvernance. Par exemple, exiger une étiquette. Voilà, ça c'est très important. L'étiquette ici, c'est le tag. Donc, il y a des entreprises où ils ne considèrent qu'une ressource a été créée lorsque tu termines la création en remplissant par exemple le tag. Si tu crées la ressource sans remplir le tag, on considère que la ressource n'a pas encore été créée. Donc, voici un exemple aussi. La sauvegarde. Il y a des environnements où, quand tu crées une VM, tant que tu n'as pas encore paramétré la sauvegarde de la VM, on considère que la création de la VM n'est pas encore terminée. Donc, voici quelques cas d'utilisation des stratégies, sinon des policies, pour nous aider à baliser. Donc, une stratégie, on définit, on crée, on définit l'étendue, le scope sur lequel on va appliquer et on fait l'évaluation de conformité. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'évaluation. Ceux qui ne sont pas conformes, on les rend conformes soit automatiquement ou bien manuellement. Voilà. Donc, on peut appliquer notre policy ou bien notre stratégie sur les groupes d'administration, sur notre souscription ou bien sur un ensemble de ressources. Voilà, comme on l'a défini. Donc, voilà en quoi consiste la conformité, la gouvernance. C'est d'indiquer dans notre organisation, sur notre plateforme Azure, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et puis comment contrôler cela. Un autre élément, le airbag, qui va nous permettre de pouvoir faire aussi ou bien apporter un additif à cela. Le airbag, c'est Role Based Access Control. Donc, c'est le contrôle d'accès basé sur le rôle. C'est-à-dire que vos droits seront fonction de votre rôle. Je ne sais pas si vous me suivez. Vos droits seront fonction de votre rôle. Donc, si on crée un utilisateur et puis on lui donne le droit, par exemple, de user administrator, donc ces droits seront fonction du rôle user administrator. Si on lui donne le droit de owner, ces droits, pardon, on lui donne le rôle owner, ses droits seront fonction du rôle owner. Si on lui donne le rôle, par exemple, de contributeur, ses droits seront fonction du rôle contributeur.
Donc, ça veut dire que dans chaque rôle, il y a un ensemble de droits qui est déjà prédéfini. Donc, le airbag est utilisé pour contrôler l'accès aux ressources. Donc, on peut l'appliquer à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, si je crée des ressources, une ressource appartient à un groupe. Tout à l'heure, on l'a vu, à un groupe de ressources. Donc, je peux appliquer mon airbag soit au niveau du groupe de ressources, soit au niveau d'une ressource de manière spécifique. Voilà. Donc, ça veut dire soit j'autorise ou bien je n'autorise pas. Et pour l'utilisation du airbag, on peut utiliser le portail Azure CLI, le PowerShell, les modèles d'Azure Ressources, on appelle ARM, Azure Resource Manager, et l'API REST, pardon. Donc, quand on compare le airbag au rôle dans l'AD, les rôles dans l'AD permettent de gérer l'accès aux objets dans l'AD. Voilà. Donc, un compte dans l'AD, quand on te donne un rôle, c'est contrôler l'accès ou bien les droits que tu peux avoir sur les objets dans l'AD. Alors que le airbag, c'est spécifiquement sur les ressources. Voilà. Un rôle dans l'AD, c'est applicable à l'intérieur de tout le domaine. Alors que dans le airbag, on peut, de manière granulaire, de manière spécifique, appliquer à un élément ou bien à un point, à un niveau. Pour intra-IT, c'est forcément par Azure Active Directory ou bien Azure Intra-ID, PowerShell ou bien Microsoft 365. Parce que à travers Microsoft 365, on peut aussi créer des comptes et leur donner des rôles. Donc, un exemple de rôle. Contributeur. Vous êtes là, hein? Je vais vous poser des questions tout à l'heure. Alors, le rôle contributeur, il permet de faire quoi? Regardez rapidement et puis vous allez m'expliquer. Le rôle contributeur, il permet de faire quoi? Un contributeur, il permet de faire quoi? Je pense que, Clara, bonjour. Ah, bonne arrivée. Bonne arrivée. Je suis là. Le contributeur, il permet comment on appelle ça, de créer ou bien de supprimer. C'est comme, je prends un exemple, on a créé un utilisateur X. Je prends un exemple, on crée un utilisateur Martial comme celui-là et on lui donne un rôle contributeur. Martial, quand il va se connecter à son portail Azure, il peut créer un utilisateur également, il peut aussi supprimer cet utilisateur-là. Donc lui, c'est son rôle au fait. Ok, qui d'autre? Qui d'autre? Quelqu'un pour nous aider encore? On va challenger ce que M. Jean-Martial vient de dire. Ils sont où les autres? Nicodème. Oui, je suis là, je suis en train de lire. Ok, donc il faut lire. En attendant, Nadi, ou bien Nano. Bon. Allô? Oui, allô? Moi, je suis en train de lire le document là pour essayer de répondre. Quand je vois le rôle contributeur, action, je vois étoile dans la partie action. C'est-à-dire qu'il a tous les droits. Oui. Déjà, Ça, c'est bon. C'est un utilisateur, un super utilisateur.
C'est la Faut possibilité de pas créer. gâter. Bon, je vois action. Ah bon. Oui, il a tous les droits. Faut te limiter à là. Faut pas ajouter super là-dessus. Voilà. Bon, il a tous les droits. Il peut créer des ressources, allouer des ressources, créer des rôles et manager en fait. Ensuite. Si on doit challenger ce que j'ai dit là, je peux reprendre. Hein. Non, attends d'abord. Attends, il va finir pour lui d'abord. Oui. C'est tout? Bon, ok. L'autre me disait qu'il était en train de lire. Tu n'as pas encore fini de lire? Les gars, c'est pas beaucoup, hein, c'est petit. Vous allez voir beaucoup là devant là-bas. Donc, pour le moment, là, faites chap chap. Oui, qui? Bon, Jean-Marchal, vas-y. Comme les autres n'ont pas encore fini de lire. C'est juste, ça ne même pas 10 lignes. Hein. C'est vrai. Le rôle contributeur, il permet à un utilisateur de gérer les ressources Azure d'abord. Il peut tout faire. Voilà, il peut tout faire. Donc, gérer les ressources Azure. Donc, création, suppression des ressources, configuration, mise à jour des ressources et puis accès aux ressources. Maintenant, par rapport en fait, le rôle contributeur est différent je pourrais dire qu'il est différent du rôle du rôle airbag, au fait. Non, ici, c'est un rôle airbag. Hein. C'est un rôle airbag. C'est un rôle airbag contributeur. D'accord. Donc, si c'est un rôle airbag, il va gérer les abonnements. Il va faire la gestion des abonnements. Faut dire ce qui est écrit là. Il ne faut pas aller dire autre chose. Première ligne, action, étoile, il peut tout faire. Ça, c'est bon. Voilà, première ligne, action. Ensuite, note action. Action. Non, not action. Oui, not action. Ouais, not action. Not action. Ils ont mis les accolades. C'est-à-dire que il est limité. À quoi? Il est limité sur quoi? Il est limité sur des actions. En fait, quelles actions? Il est limité sur quoi? Au fait, Je peux, coach. Oui, vas-y. Bon, pour moi, no action, je vois authorization delete. Il peut pas supprimer des ressources, peut-être. Il ne peut pas modifier des ressources et il ne peut pas modifier les accréditations, c'est-à-dire les droits, les droits liés à certaines ressources. Ils n'ont pas mis ressources là. Hein. C'est bien ce qui est écrit. Non, ils n'ont pas mis ressources. En fait, je pense que ici, le truc là, c'est attends, je pense que ici là, le rôle airbag interdit les actions. Mais non. Il interdit d'abord, il interdit les actions par défaut. Attendez, non. Tout à l'heure, j'ai dit, si vous avez bien écouté, le airbag permet d'appliquer la sécurité sur le contrôle de l'accès aux ressources. Écoutez-moi très bien. Hein. Donc, quand on dit par exemple que tu es contributeur, à l'intérieur du rôle contributeur, il y a ce que tu peux faire, il y a ce que tu ne peux pas faire. Donc, on t'applique ce rôle-là, tes droits seront fonction de ce qui est contenu dans le rôle qu'on t'a affecté. Je ne sais pas si j'ai compris. Donc, les droits dans le airbag sont fonction du rôle qu'on t'a attribué. Donc, ici, on veut attribuer, sinon on attribue le rôle contributeur à un utilisateur. Maintenant, je vous demande de me dire simplement, dans le rôle contributeur, qu'est-ce que cet utilisateur pourra faire
ce qu'il ne peut pas faire. C'est tout, c'est simple. Voilà. Allez-y. Donc, la première ligne, c'est bon. Action, oui, la première ce ligne, qu'il peut faire, il peut tout faire. oui, Not action, ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? La première ligne en dessous dit authorization étoile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supprimer des autorisations. oui. Deuxième ligne, right. Autorisation right. Il ne peut Écrit. pas, voilà, il ne peut pas modifier des autorisations. Troisième ligne, authorization elevate access action. Action. Ça veut dire quoi? Il ne peut Ça pas. veut dire qu'il a les, il ne peut pas. Il a les droits. Il ne peut pas, voilà, il ne peut pas élever. Il ne peut pas donner des droits. Voilà. C'est comme s'il ne peut pas donner des droits, comment on appelle ça? Je prends de super admin à un utilisateur. Bon, je ne veux pas parler de super admin même. Il ne peut pas modifier les droits. Donc, je vais caricaturer simplement. Donc, le contributeur, dans un environnement, il peut tout faire. Sauf que il ne peut pas supprimer des droits à quelqu'un, il ne peut pas donner des droits à quelqu'un et il ne peut pas modifier des droits qui existent déjà à quelqu'un. Résumé comme ça, c'est bon, non? Ou bien c'est trop simple? Oui, c'est comme ça. Donc, action, Oui. tu peux tout faire. C'est comme si on faisait action moins not action pour Voilà, trouver en fait voilà, ce qu'il peut faire. Donc, c'est comme par exemple, tu dis, tu peux tout faire, mais. On n'a jamais dit ça. En réalité, c'est ce qu'on fait. Tu peux tout faire, mais. Donc, le contributeur, il peut tout faire, mais il ne peut pas supprimer des autorisations. Il ne peut pas modifier des autorisations. Il ne peut pas lui-même donner des autorisations à quelqu'un. C'est bon? C'est bon? Maintenant, en bas, data action. Coach, j'aimerais savoir, est-ce que authorization elevate là, ça, quand le contributeur lui-même, il ne peut pas modifier ses propres droits? Tout ça, ça est dedans. Il ne peut pas. Oui? Il ne peut pas modifier pour lui, il ne peut pas modifier pour quelqu'un. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer lui-même de contributeur à owner, par exemple. Ou bien, si un utilisateur est en lecture, il ne peut pas modifier de lecture à write, ainsi de suite. Il ne peut pas modifier. Mais lui-même, il a tous les autres droits, sauf les trois là. Donc, il y a Jean Massa qui disait qu'il peut créer des ressources. Voilà, il peut faire tout ça. Il peut créer des ressources, supprimer des ressources, faire des configurations, tout ça. Mais en termes d'autorisation, ça, il ne peut pas. C'est bon? Ça peut aller? Maintenant, parmi les rôles, on a des rôles qui sont prédéfinis, hein, comme par exemple, ce qui est là, propriétaire, contributeur, lecteur, opérateur de sauvegarde, tout ça. Maintenant, on a des rôles qu'on peut personnaliser. On peut personnaliser des rôles. Donc, voilà comment le airbag est configuré. Il y a 3 éléments, sinon 3 étapes. Donc, la première étape, il faut que tu aies ce qu'on appelle le principal de sécurité. Le principal de sécurité, c'est celui qui a besoin du rôle pour acter, hein, pour une action. Donc, celui qui a besoin du rôle, ça peut être un utilisateur unique, ça peut être un groupe d'utilisateurs, ou bien ça peut être un service, hein, une application, une VM qui a besoin, par exemple, d'un certain nombre d'autorisations, voilà, à travers le airbag. Puisqu'on dit le airbag contrôle l'accès aux ressources. Donc, si une VM doit accéder, par exemple, à un stockage qui a une ressource, il faudrait que cette VM-là ait l'autorisation pour accéder au stockage. Donc, qui a besoin
du rôle. 2. Quel est le rôle qu'on lui attribue, qu'on lui assigne? Comme tout à l'heure, on a vu le cas du rôle contributeur. 3. Quelle est l'étendue de l'application du airbag? C'est-à-dire qu'on applique le rôle sur quoi? Ou bien sur quoi est-ce que le principal de sécurité aura le contrôle? Donc, tout à l'heure, on donne l'exemple. Monsieur Zedia, qui est lui qui est l'utilisateur. Quel rôle on lui affecte? Le rôle contributeur. Et on a vu dans le rôle contributeur ce que M. Zedia peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ensuite, on applique sur quoi? Le scope. Donc, si on applique au groupe d'administration, qu'est-ce qui va se passer selon vous? En haut. Si on applique au groupe d'administration, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, hein, c'est décalé, décalé, groupe d'administration, abonnement, ressources groupe et puis les ressources en bas. Donc, si j'applique au groupe d'administration, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes encore là, j'espère. Si on applique au groupe d'administration, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux répondre à la question, s'il te plaît? J'ai dit, si on applique le rôle au groupe d'administration, dans la partie étendue, hein, Oui. Si on, de manière hiérarchique, on a le groupe d'administration qui est en haut, ensuite l'abonnement, les groupes de ressources et puis les ressources. Maintenant, si on applique le rôle airbag au groupe d'administration, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un impact sur l'abonnement, sur le groupe de ressources. Pourquoi? Parce que ici, là, une fois que tu autorises de manière explicite des actions, il va avoir un impact sur pratiquement tout ce qui est lié au fait à ce groupe d'administration. Mais on appelle ça comment? Quand il y a un impact là, c'est trop truc. Si l'image n'est pas devant quelqu'un, il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Donc, quel est le vrai terme? Quand tu peux parler d'impact, quel est le vrai terme normal? Là, même si j'ai les yeux fermés, quand tu dis net, tu comprends. Ce sont des droits. Non. Ici, c'est perçu comme l'héritage. C'est ça. Tu vois, non, oui, c'est perçu comme un héritage. Voilà. Donc, c'est comme si par défaut, il y a l'héritage qui fait que celui qui est au sommet, là, quand il reçoit, ça descend sur tous ceux qui sont en bas. Ça descend sur tout le monde. Donc, si on ne veut pas aussi, on peut couper cet héritage-là. Voilà, c'est possible. Donc, au lieu d'appliquer sur le groupe d'administration et puis ça va affecter tout le monde, si on veut que le droit soit spécifique à un seul élément, à l'abonnement, j'applique sur l'abonnement et je désactive l'héritage. Donc, ça veut dire que M. Zedia sera contributeur seulement sur l'abonnement. Point. Et puis ça se limite là. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Bon, qui n'a pas compris? Avec un dit, vous avez compris, tout le monde a répondu. Qui n'a pas compris? Nano, est-ce qu'il y a encore un nom? Oui, Nicodème, tu voulais parler? Ah, non, c'est juste pour dire que j'ai compris en fait. Okay, C'est-à-dire qu'il y a une liaison. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, du coup, on applique une action. Oui. Les groupes qui sont juste enfants du groupe parent héritent aussi de Voilà. la règle. C'est vu comme enfant et parent.
Maintenant, si tu ne... c'est la même chose, hein, comme quand on applique la sécurité sur les partages, là. Les dossiers parents, sous-dossiers, ainsi de suite. Voilà. C'est la même chose. Maintenant, si on ne veut pas, on peut désactiver. Voilà. On peut désactiver. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'on peut appliquer le airbag de manière spécifique et à plusieurs niveaux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si je veux que vous soyez seulement contributeur sur l'abonnement, j'applique seulement sur l'abonnement. Et je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'héritage pour tous les éléments qui sont en dessous. Maintenant, si je veux aussi que vous soyez contributeur sur une ressource spécifique, je peux aller sur la ressource et puis j'applique sur la ressource pour dire non, le même gars qui est contributeur sur l'abonnement, il est aussi contributeur sur telle ressource. Je peux appliquer à plusieurs niveaux. Est-ce que ça aussi c'est compris? Si, ça va beaucoup. OK. Bon, ceux qui ne répondent pas là, j'espère que vous avez compris aussi, hein. Donc, ce que j'expliquais, en termes hiérarchiques, les rôles AD sont au-dessus, hein, dans l'organisation, sont au-dessus des rôles airbag, parce que les rôles AD, c'est dans tout l'AD, dans tout le tenant. Alors que les rôles airbag, c'est pour les, qu'on appelle ça, les ressources. Ça peut aller? Alors, donc si je fais un petit récapitulatif pour, comment on appelle ça? Gouvernance et conformité. Tout ce qu'on a vu là, on a vu d'abord les régions azur. On a vu les types d'abonnements. Ensuite, on a vu que on peut utiliser les policiers pour définir ce qui est faisable ou non faisable dans notre organisation. Et les mêmes policiers vont nous permettre de challenger ou bien de checker la conformité de nos ressources et de pouvoir faire des remédiations. Ensuite, sinon enfin, on a vu le airbag qui est un élément additionnel qui nous permet d'affecter des rôles, hein, c'est-à-dire des droits à travers des rôles sur des ressources. Et le airbag peut être appliqué à plusieurs niveaux. On a vu l'exemple tout à l'heure. Si on applique à un élément parent et que l'héritage est activé, les mêmes droits descendent sur ceux qui sont en bas. Si on ne veut pas, on désactive l'héritage et on peut appliquer de manière spécifique à chaque niveau, à chaque élément. Donc, vous pouvez être contributeur sur 1000 ressources sans que ces ressources ne soient liées. Par exemple, si je crée une VM et que je sais que cette VM fait partie, par exemple, du domaine de M. Zita, je peux rendre M. Zita contributeur sur la VM. Vous comprenez? Alors qu'une autre VM, par exemple, du même groupe de ressources, qui concerne, par exemple, des gars qui font, par exemple, la compta, voilà, M. Zita ne sera pas contributeur. Donc, c'est pourquoi on vous dit que le airbag peut être appliqué à plusieurs niveaux et de manière spécifique. Voilà, très important. Donc, le lab va vous permettre de gérer les abonnements et le airbag. C'est-à-dire que vous allez avoir un abonnement. On a vu aussi le tag qui nous permet de fournir des informations sur chaque ressource qu'on crée et ça peut nous aider à faire le contrôle de la consommation, par exemple, de nos souscriptions. Donc, ici, dans le Lab 02A, vous allez voir comment faire, par exemple, un budget pour contrôler les consommations. Et puis, vous allez voir aussi, s'il y a un département qui consomme plus, vous allez voir comment créer un rôle airbag et attribuer, appliquer le rôle airbag, voir les effets. Vous allez voir aussi
la gouvernance à travers agir policier. Donc, vous allez prendre un exemple de policier. Ils vont vous demander de modifier. Vous allez appliquer. Vous allez voir dans votre tenant quels sont les éléments qui sont conformes, quels sont les éléments qui ne sont pas conformes. Donc, voilà un peu ce que vous allez voir dans cette deux-là. Au moins, prévenez-moi, rien. Personne ne me dit quoi que vous faites comme vous voulez. Donc, ici, on vous montre un peu la démarche. Bon. Mais ce n'est pas trop explicite. Voilà. Donc, suivez plutôt l'instruction dans le lab. Il n'y a pas à me fâcher, mais on a le temps de réparer ou bien y réviser. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. C'est bon, bon. Ok, Dieu merci.